C'est avec un grand sourire que nous nous invitons chez vous, car appréciant la vie qui nous est insufflée et renouvelée encore ce matin. On espère que vous en ferez de même, car ce n'est pas une évidence partout ailleurs. Et donc, passons ensemble un moment des plus agréables, toujours à deux, à vous offrir le meilleur dès l'aurore. Bonjour Thierry. Bonjour Alix, bonjour à tous et à toutes. Donc, Matin Bonheur, on vous retrouve avec beaucoup de plaisir et vous aurez un très beau programme que nous allons dérouler dans quelques instants, juste après la météo, la couleur de ce temps qui est en train de changer. Donc, attention sur nos routes et ensuite l'actualité et on revient. Mesdames et messieurs, bonjour. Un temps généralement nuageux avec des pluies localisées s'observeront sur les régions du littoral en début de matinée avant de faire place à une alternance de nuages et de soleil. Cependant, les régions du nord et de l'ouest seront sous des passages de nuages denses qui occasionneront des pluies et des orages avant l'apparition du soleil. Quant aux autres régions du pays, elles seront partiellement nuageuses. Face aux températures, le mercure affichera 24 degrés à Bengourou, 25 à Abidjan, 24 à Adiaké, 23 à Bondoukou et Boaké, 24 degrés à Bouna, 23 à Bundiali, 24 degrés à Deloa et Dimbokro, 23 à Gagnoa, Guiglo et Korogo, 24 degrés à Mont, 25 à Odiéné, 24 à San Pedro et Sassandra, 24 à Soubré, 25 degrés à Tabou, 24 à Tchassalé, 23 degrés à Touba et 24 à Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, un temps généralement ensoleillé sera présent sur l'ensemble du pays. Toutefois, en milieu ou en fin de période, des orages accompagnés de pluie intéresseront les régions du littoral et du sud forestier. Cette situation s'observera en fin de période sur les régions du nord et de l'ouest avec des pluies modérées ou fortes et le reste du pays sera partiellement nuageux. Passons aux variables, le mercure affichera 33 degrés à Bengourou, 32 à Abidjan et Adiaké, 33 à Bondoukou, 35 à Boaké, 34 degrés à Bouna et Bundiali, 35 à Deloa, 33 degrés à Dimbokro, 34 à Gagnoa, 33 degrés à Guiglo, 35 à Korogo, 34 degrés à Mont, 33 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Soubré, 32 à Tabou, 34 degrés à Tchassalé, 33 à Touba et 33 à Yamoussoukro. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de rester vigilants car nous sommes en saison de pluie et très belle journée à toutes et à tous. Bonjour à tous et merci de regarder ce premier point d'information au cœur de la matinale Matin Bonheur. Mardi, les députés réunis en séance plénière à l'hémicycle ont adopté le projet de calendrier des travaux parlementaires allant de la période du 15 juin au 27 juillet 2021. 14 projets de loi et 3 séances parlementaires ont été examinés. La séance a été présidée par Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. On regarde le compte-rendu de Moussa Konaté. Un seul point à l'ordre du jour de cette plénière, l'examen du calendrier des travaux parlementaires allant du mardi 15 juin au mardi 27 juillet 2021, période durant laquelle 14 projets de loi seront étudiés et 3 séances d'information parlementaires. La première est relative à l'électricité, la deuxième a trait à la cherté de la vie et la troisième porte sur la stratégie du développement touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire. 235 députés sur les 236 présents donnent leur accord pour ce programme de travail après quelques échanges. Nous venons d'adopter donc le calendrier qui commence pratiquement par des questions d'actualité, notamment concernant l'électricité et concernant la vie chère. Donc nous sommes en marche. Nous sommes avec le peuple, nous allons débattre de ces sujets pour que chacun puisse être situé. La cherté de la ville concerne tout le monde, le problème de rupture d'électricité concerne tout le monde.
et nous allons en débattre. Il y aura un commissaire du gouvernement qui viendra devant nous. Nous allons lui poser des questions quand il va nous exposer et toutes les conditions. Et c'est ça qui est important. C'est pour la vie de la nation ivoirienne que nous sommes là. Le calendrier des travaux parlementaires ainsi adopté, le président Amadou Soumaoro lance un appel aux députés. Je voudrais vous inviter à prendre toutes les dispositions pour participer effectivement aux séances qui sont programmées afin d'enrichir les projets de texte de vos contributions. Rendez-vous est donc pris pour le jeudi 17 juin pour la séance d'information parlementaire sur l'électricité et une autre séance d'information parlementaire le vendredi 18 juin sur la cherté de la vie. La Côte d'Ivoire à l'étranger, c'est aussi le Fonds spécial Diaspora, un fonds qui fait des heureux. À Paris, 15 jeunes porteurs de projets ont reçu un financement global de 335 millions de francs CFA, soit environ 511 000 euros. C'est une phase pilote pour laquelle plus d'une centaine de jeunes avaient postulé. Une phase pilote qui a en outre bénéficié d'un déblocage du fonds d'1 milliard de francs CFA. Pour assurer l'encadrement et un meilleur suivi et évaluation de ces projets, l'État de Côte d'Ivoire a signé une convention avec le CPA, le Conseil présidentiel de l'Afrique. Au titre de l'année 2021, plusieurs concours administratifs ont été lancés hier mardi par le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. Ce sont au moins 372 concours qui seront organisés cette année pour le recrutement d'au moins 11 000 agents, près de 3 000 pour le seul secteur de la santé. La phase des inscriptions se tiendra du 21 juin au 30 juillet 2021. Le compte-rendu du Grascando dans nos prochaines éditions. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce 6h30. L'info revient dans une demi-heure. Et oui, on sera avec vous aussi et avec beaucoup de plaisir. On va vous retrouver Mr. Everyday. Tout à fait, Voilà. That's right. Et le temps qu'on retrouve Mr. Everyday à 7h, nous également, on va vous retrouver tout de suite pour la suite de cette émission, bien sûr, après le passage du fitness. Bonjour, bonjour, je suis à la maison Côte d'Ivoire pour vous servir. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et qui dit mercredi parle de fitness. Le sport avec les enfants, c'est toujours mettre des jeux en situation et permettre à nos enfants de dépenser en énergie, de brûler en calories. Aujourd'hui, nous avons pour jeu le jeu du béret. Les deux bérets qui portent l'initial, le dossard, soit le dossard 4, viendront. Ils doivent être en mesure de prendre le fanion et repartir sans se faire toucher. Et lorsqu'il arrive à destination avec le fanion, il marque 1 point. Et lorsqu'il se fait toucher, l'équipe qui l'a touché remporte 1 point. On se précipite, oui, pour venir. On écoute. On se précipite, oui, pour venir chercher le fanion. Mais ce n'est pas dès qu'on arrive, on prend et puis on repart. On arrive, on prend, on repart lorsqu'on sait que l'autre ne va pas venir nous rejoindre. Mais si on sait qu'on va arriver ensemble, on tourne autour du fanion. Et on distrait l'adversaire. OK? Tu blagues l'adversaire. Mais une fois tes doigts touchent, qui te touche, il marque 1 point. Ça peut aller? Ça peut aller. Attention. Attention. Béret 4. 2 points pour les rouges, 0 pour les verts. Béret 2. OK. Touché. Non, c'est tombé. Il marque 3 points. Quand tu prends, il faut bien te saisir de ton béret. OK, tu te saisis bien du fanion. On écoute. 3 points pour les rouges, 0 pour les verts. Il sert un... le béret est en rage, il est en colère. Monsieur, on pousse là, enlevez les mains dans les poches s'il vous plaît. Merci. Attention, béret. Reculez, reculez, reculez encore. Non, ils ont déjà reculé, reculez. Encore, reculez. Voilà. Et ça recule, recule. Attention, béret 1.
points. 4 points pour la rouge, 0 pour la vert. On ne s'insulte pas ici. On ne s'insulte pas. Allez derrière, reculez. Il ça va derrière. Ça peut aller. Attention. Béret. Attention. Béret. 4. Cinq points pour la rouge, 0 pour la vert. Ok, on est prêt pour la dernière partie. Allez, attention, béret 3. Touché. Félicitations pour les rouges. Les rouges qui marquent 5 points et les verts 0. Sur ce, on se dit au revoir et à mercredi prochain. Eh bien, c'est allé très vite avec nos tout petits aujourd'hui. Hein. Le jeu du béret, voilà. Et c'est comme ça tous les mercredis avec Côte Diabaté. Nous avons la possibilité de retrouver des jeux hein, qu'on faisait quand on était tout petit. Et donc, ça nous rappelle une belle époque. Mais surtout, ça permet à nos enfants de rester dans la continuité. Quelques informations pour poursuivre cette émission. Nous sommes le mercredi 16 juin 2021. Voilà, et nous célébrons toutes les personnes qui se prénomment Aurélien. Eh oui, belle fête à vous Aurélien, belle journée. Et on a envie comme ça aussi de partir maintenant pour un pays juste à côté, pas très loin, et qu'on affectionne beaucoup, le Sénégal aujourd'hui en nom d'inspiration. On découvre ici la carte du pays de la Teranga, voilà, où règne. Waouh, ouais. Magnifique. Djeledjef. Rek, on y va. Et pour les filles, donc, vous pourrez prénommer vos petites filles Paili, qui veut dire la lune, tout simplement. Et le garçon, c'est donc Pays, qui veut dire la paix. Donc, si vous voulez la paix dans votre foyer, appelez votre enfant Pays. Pourquoi pas? Ça peut être une astuce. Le proverbe d'aujourd'hui, deviens riche et fais le savoir, les faux amis viendront d'eux-mêmes. Comme pour dire qu'il n'est jamais trop important de s'exhiber. Il faut savoir se cacher pour vivre heureux tout simplement, et surtout quand on arrive à des stades où on a quand même quelques ressources. Oui. Il faut être discret là-dessus, sans oublier quand même d'avoir la main sur le cœur. C'est clair. Et les faux amis vont venir de même et vous allez faire le tri. Alors, Journée mondiale de l'enfant africain. La Journée mondiale de l'enfant africain célébrée chaque année en souvenir du 16 juin 1976, où des milliers d'étudiants sud-africains ont manifesté à Soweto pour exiger une éducation de qualité. Des centaines d'enfants ont été tués et blessés par le régime de l'apartheid en place à l'époque. Et nous sommes dans ce studio avec un invité actu, et comme vous le savez, on va directement sans transition avec nos invités actus. Nous sommes avec Mme Danielle Adaï Bikpo, elle est spécialiste en ressources humaines. Avec elle aujourd'hui, on parle bien sûr de l'insertion, l'employabilité des personnes en situation de handicap. Donc, bonjour Madame, bienvenue. Madame, c'est clair que cette frange de la population aujourd'hui a envie de s'insérer dans le tissu socio-professionnel, mais ce n'est pas très aisé du fait même des handicaps avec lesquels elles vivent. Et vous qui êtes imprégné forcément de leur situation, quel est l'état des lieux d'abord que vous pouvez dépeindre avant toute autre question? C'est vrai, leur insertion n'est pas très aisée. Mais aujourd'hui, le cabinet que j'ai créé, la Libellule, s'occupe de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Leur insertion n'est pas très aisée parce que les personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire manquent souvent de confiance, ils manquent d'assurance. Nous avons de nombreux diplômés qui ne savent pas et qui doutent, qui ont peur de travailler, d'aller vers les entreprises. Et les entreprises aussi qui ne savent pas comment les faire travailler, comment mettre le handicap au travail. Pourtant, aujourd'hui, le handicap veut travailler. Le handicap veut s'insérer au sein des entreprises ivoiriennes. Voilà.
Qui sont ces personnes en situation de handicap? Et qu'est-ce que nous avons comme handicap? Nous avons tout type de handicap. Le handicap sensoriel, c'est-à-dire les sourds malentendants, les aveugles malvoyants. Nous avons le handicap moteur. Nous avons des personnes qui sont amputées. Chaque jour, lorsque vous entendez qu'il y a un accident de la circulation, on en sort des personnes en situation de handicap. Nous avons aussi, moi je parle d'handicap apparent, mais des handicaps invisibles. Ce sont des personnes qui ont des maladies invalidantes, par exemple. Lorsque vous voyez une personne qui est atteinte de drépanocytose ou bien qui a la maladie de Crohn, vous ne voyez pas cet handicap. Ce n'est pas physique, ce n'est pas apparent, mais c'est une personne aussi qui est considérée comme des personnes en situation. Ce sont des personnes qui sont considérées comme des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Dès que le postulat est fait, hein, vous venez d'indiquer et évoquer une donnée assez pertinente. Vous avez parlé de peur de part et d'autre. Comment se manifeste cette peur et pourquoi d'ailleurs se manifeste cette peur? Pourquoi se manifeste cette peur? En général, nous avons constaté, parce que nous existons depuis 2015, les personnes qui acceptent les personnes en situation de handicap dans les entreprises plus facilement, ce sont des personnes qui ont un membre de leur famille ou dans leur environnement immédiat ont une personne en situation de handicap. C'est plus facile pour elles, elles comprennent le handicap. Écoutez, il y a des personnes qui, à la vue d'une personne en situation de handicap, ressentent beaucoup de pitié, ressentent des émotions qui ne leur permettent pas d'interagir avec ces personnes-là. Nous ne savons pas pourquoi, mais c'est un fait. C'est un constat que nous faisons. Et cette peur aussi, c'est aussi auprès des personnes en situation de handicap. Vous savez, lorsqu'une personne petite a un handicap, elle apprend à se connaître, elle apprend à comprendre ce qu'elle a. Mais lorsque dans le courant de votre vie, dans l'exercice de votre fonction ou étant étudiant lors d'un voyage ou lors d'un accident, vous avez un handicap, il est difficile d'accepter cela. En général, on conseille à ces personnes d'intégrer des associations de personnes en situation de handicap, de sorte à ce qu'elles puissent côtoyer d'autres personnes dans leur situation pour mieux comprendre et pour mieux s'accepter. Donc, c'est vraiment difficile. C'est un travail psychologique que nous faisons et que les associations font pour comprendre et accepter le handicap. Alors, on va rester un peu dans cette crainte d'être avec des personnes en situation de handicap, même surtout pour les entreprises, pour les employeurs. Quels sont les avantages, par exemple, pour les entreprises d'en recruter? Les entreprises se disent souvent, écoutez, nous sommes là, nous devons faire du profit, nous avons des objectifs clairs, nous avons des objectifs chiffrés. Il ne serait pas intéressant pour nous de prendre une personne en situation de handicap. Ce serait un frein à notre développement, à notre évolution. Oui. Ce qui est absolument faux. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de diversité, d'inclusion. On demande aux entreprises d'intégrer des personnes en situation de handicap et de leur permettre d'appartenir à leur entreprise, qu'ils aient ce sentiment d'appartenance-là. Des études ont montré que des entreprises qui s'ouvrent aux autres, qui s'ouvrent à l'handicap, ce sont des entreprises qui ont de meilleurs chiffres d'affaires. Et culturellement, ces entreprises se présentent mieux au vu de la société parce que nous vivons dans cette société-là. Nous vivons ensemble, c'est naturel que nous travaillons ensemble. Nous vivons avec des personnes en situation de handicap dans la société. C'est tout à fait normal que ces personnes-là, nous les retrouvons dans les entreprises. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons l'État de Côte d'Ivoire permet aux entreprises qui prennent des personnes en situation de handicap d'avoir des allègements du point de vue fiscal. Donc, c'est très intéressant pour ces entreprises-là. Et aussi, le décret de 2018 demande aux entreprises, au-delà de 100 employés, d'embaucher des personnes en situation de handicap. Mais je vous dirais qu'il ne suffit pas qu'il y ait des décrets, il faudrait qu'il y ait des sanctions derrière. Et même s'il n'y a pas de sanctions, et même s'il y a des sanctions, les entreprises, des fois, ne savent pas faire. Ce n'est pas tant la volonté de ne pas embaucher des personnes en situation de handicap, mais comment les mettre au travail. Surtout ça. Comment les mettre au travail. Nous avions, au départ, lorsque nous avions commencé, on se disait les entreprises privées ne voulaient pas de personnes en situation de handicap. Et très vite, nous avions compris que les spécialistes RH, qui sont les portes d'entrée, sont débordés. Les responsables RH sont souvent débordés. Les acteurs majeurs du recrutement sont débordés. Ils ont besoin de comprendre comment mettre une personne en situation de handicap au travail, ou le mettre au travail, dans quel poste, pour quel type de responsabilité, etc. Et le handicap est varié et divers. Tout à fait. Et pour poursuivre sur le même sujet, vous nous avez donné plusieurs indicateurs ici. La législation est claire en la matière, mais son application
créer un grave fossé entre la réalité et ce qui devrait se faire. On a quand même des instances de régulation du monde professionnel, à savoir même l'inspection du travail, par exemple. Qu'est-ce qui est fait réellement et à qui incombe véritablement la charge de cette insertion des personnes, finalement, qui font partie de la population, donc ayant aussi tous les droits comme les autres. C'est vrai. Le décret de 2018 est récent, relativement récent. Aujourd'hui, les inspecteurs du travail n'ont pas encore, à mon avis, pris à corps ce problème. Ils n'ont pas cette inadéquation, parce que c'est quand même des personnes qui vivent avec nous, c'est nos parents. Oui, c'est nos parents. Mais et c'est des citoyens aussi. Ce n'est pas évident. C'est pas du tout évident. C'est pas évident parce que, en tant qu'entreprise, parce qu'on parle du monde de l'entreprise. Aujourd'hui, il faut, lorsque vous aviez des besoins, l'entreprise a des besoins. L'entreprise a des orientations du recrutement. Lorsque vous êtes une entreprise et que vous n'avez pas de place disponible à un poste, bien évidemment, vous devez trouver le profil qu'il faut. Moi, j'ai visité une entreprise il y a quelque temps qui me disait Madame, nous avons besoin d'une personne en situation de handicap, mais vous voyez, chez nous, par exemple, nous avons des marches d'escalier et il est impossible pour nous de prendre une personne en situation de handicap. Oui. Vous allez dire, mais c'est vrai. Mais non, c'est archi faux, parce que ce monsieur pense que les personnes en situation de handicap sont tous dans des fauteuils roulants. Nous avons des personnes amputées qui peuvent être diplômées en marketing. Nous avons des personnes, comme on appelle, drépanocytaires, par exemple, qui peuvent être spécialistes communication. Donc, il faut, en même temps qu'on leur dit embaucher des personnes en situation de handicap, on ne leur donne pas les moyens d'embaucher. Où trouver les personnes en situation de handicap? Aujourd'hui, si vous, ici, vous aviez besoin d'un assistant, où vous le trouvez? Vous avez besoin d'un cabinet pour vous accompagner dans ce recrutement, pour vous mettre des profils à disposition et pour que vous puissiez choisir parmi les profils, faire des entretiens et choisir les personnes qu'il vous faut. C'est la voie normale, la meilleure voie. C'est la meilleure voie. Oui. C'est la meilleure voie. Merci. Mais aussi, je vais vous dire que la sensibilisation joue un rôle très important dans le travail que nous faisons. 30 secondes pour terminer. Ok, merci beaucoup à vous, chère Madame Danielle Adaï Bikpo, spécialiste en ressources humaines. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet, employabilité des personnes en situation de handicap. Donc, on en a vu aussi dans l'actualité, surtout pour les personnes sourdes et malentendantes, dans la grande distribution qui a été serrée il n'y a pas trop longtemps. Merci beaucoup à vous. Merci. Excellente journée donc. Merci. Juste après vous, on va passer à l'actualité avec Renaud qui est déjà dans ce studio en notre compagnie. C'est la revue de presse. Passage en revue donc des grands titres de nos journaux ici parus ce matin. Avec vous, on démarre avec ce premier titre. Bonjour Renaud Cobiard. Bonjour. Bonjour. Les concours d'accès à la fonction publique ont été lancés hier. Oui, et pour cette saison, ce sont 372 concours qui seront organisés pour permettre le recrutement de 11 874 agents à la fonction publique. Les inscriptions se dérouleront en ligne sur le site du ministère www.fonctionpublique.gouv.ci qu'on voit ici à l'écran, et ce sera du 21 juin au 30 juillet 2021 et les compositions se tiendront du 18 septembre au 31 octobre et les résultats, eux, seront connus en octobre et novembre prochain selon le Patriote. Examen du BEPC, un problème a été constaté hier. Oui, après l'épreuve de physique-chimie, c'est dans celle de mathématiques qu'une erreur s'est glissée. Selon l'Inter qui en parle, des exercices figurant dans ces épreuves n'ont pas été abordés dans le programme scolaire de cette année. Et cette situation a amené à nouveau le ministère à réagir pour rassurer les candidats et les populations. Et on continue de parler du même examen, le BEPC. Là encore, malheureusement, un drame est survenu et c'était à Goïtefle. Oui, il s'agit d'un élève qui s'est suicidé. Selon le Nouveau Réveil, le jeune homme a mis fin à ses jours après avoir été exclu du centre d'examen où il composait suite à la découverte sur lui d'un téléphone portable. Et on poursuit, on referme ce chapitre, bien sûr, avec une note plus gaie. Oui, c'est celle de la naissance d'un bébé dans la ville de Boisflé ce lundi, au premier jour des épreuves du BEPC. Selon l'Inter, la mère de ce nouveau-né, qui est élève en classe de 3e, a été prise de contraction pendant l'épreuve de composition française. Rapidement conduite au centre hospitalier régional de la ville, elle a donné naissance à un bébé de 3,5 kg.
Félicitations à la maire. On ne pourra pas dire autant pour ses examens. Les élections locales seront-elles reportées en 2025? Oui, c'est la question que pose à sa une le matin. Selon le confrère, les élections des maires et présidents des conseils régionaux prévues pour octobre 2023 pourraient être reportées après les scrutins présidentiels et législatifs de 2025. À en croire le matin, l'une des raisons de ces probables reports résiderait dans la volonté des autorités ivoiriennes de faire une pause électorale afin de donner une chance au processus de réconciliation nationale en cours. Un tout autre sujet, le premier responsable d'une société d'État mis aux arrêts pour détournement et enrichissement illicite. Il s'agit du directeur général de l'agence de gestion foncière AGEF. Selon le Nouveau Réveil, l'affaire dans laquelle il est cité porte sur un montant de près d'1 milliard de francs CFA. Toujours selon le confrère, il a été déféré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Maka. No comment. Vous nous proposez un chiffre maintenant dans cette revue de presse. Oui, 19 millions, c'est le nombre de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, distribués depuis 2011 par l'État ivoirien aux populations à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Cette action, selon le ministre de la Santé, Pierre Demba, a permis de réduire considérablement le nombre de cas de décès dus au paludisme dans notre pays. Et on termine avec du sport en taekwondo. Eh bien, avant les JO de Tokyo, la moisson continue pour Cissé Cheikh Salah. Oui, le champion ivoirien continue d'engranger les bons points avant les JO de Tokyo. Il a décroché à cet effet la médaille d'or à Sofia en Bulgarie. Dans sa catégorie, c'est celle des moins de 87 kilos et c'était hier. Et c'est l'inarrêtable, Cissé Cheikh Salah, qui fait la fierté de notre nation. Toutes les bonnes ondes du pays l'accompagnent pour briller jusqu'au firmament. Merci. Merci Alice. Infiniment, Renaud. Merci beaucoup, Renaud. À demain. À demain. Bonjour à tous, il est 7h et vous suivez l'actualité internationale dans Matin Bonheur. Des volcanologues ont évalué en fin de semaine dernière l'activité de Nyiragongo, le volcan qui a menacé Goma dans l'est de la République démocratique du Congo avec une éruption inattendue le 22 mai dernier. Sous la protection d'une dizaine de rangers armés du parc national de Virunga, 4 experts ont tenté de scruter le fond du cratère. Leur mission, utiliser des drones et des systèmes de caméra pour évaluer les glissements de terrain et voir si le cratère est en train de s'effondrer. L'armée sénégalaise a indiqué lundi dernier avoir pris une série de postes et de camps de la rébellion en Casamance. C'était lors d'une opération lancée il y a 2 semaines pour renforcer le contrôle de la frontière avec la Guinée-Bissau au sud. L'opération a fait 2 blessés dans les rangs de l'armée, un officier qui a sauté sur une mine antipersonnelle et un soldat atteint par balle. Selon le commandant des opérations, rien à signaler du côté rebelle. Les tractations de paix rendues ardues par les divisions internes du MFDC ont été relancées après l'arrivée au pouvoir en 2012 du président Macky Sall, des tractations qui n'ont pas abouti à un accord définitif. Du sport, du football, la Sierra Leone a décroché l'ultime billet pour la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2021. La rencontre s'est déroulée mardi à Conakry en battant celle du Bénin 1-0 grâce à un pénalty de Kei Kamara. Les Sierra Léonais terminent donc 2e du groupe L derrière le Nigeria au terme d'une rencontre qui a été reportée 2 fois à cause des tests Covid-19 dus aux résultats contestés. Football toujours, l'équipe de France débute idéalement son Euro en venant à bout de l'Allemagne, un grand rival pour le titre grâce à un but contre son camp de Mats Hummels. L'Allemagne, quant à elle, n'avait jamais affiché un bilan aussi faible sur un match de l'Euro depuis la finale contre l'Espagne en 2008 sur le score d'1-0. Un peu plus tôt, le Portugal a fait la différence en fin de rencontre, 3-0 face à la Hongrie. L'attaquant de la Juventus, Cristiano Ronaldo, a établi de nouveaux records dans l'épreuve. Il signe ses 10e et 11e réalisations dans l'épreuve et il devient le seul meilleur buteur de l'histoire de l'Euro. En France, cette fois-ci, pour la première fois depuis l'ouverture du procès Big Malion, l'ex-président français Nicolas Sarkozy s'est présenté mardi au tribunal correctionnel de Paris. Il y comparaissait pour son interrogatoire sur les dépenses excessives de sa campagne en 2012. En mars, il était devenu le premier ex-président de la Ve République à être condamné à de la prison ferme 3 ans, dont un ferme, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes téléphoniques.
Des Palestiniens ont manifesté mardi contre une nouvelle colonie israélienne récemment construite au sud de Naplouse, en Cisjordanie occupée. Au cours des affrontements, la police israélienne a blessé 5 Palestiniens et arrêté 6 autres. Des affrontements suivis de l'évacuation de citoyens de la zone de Bab el-Hamoud et de ses environs à Jérusalem-Est. Et puis au Pakistan, des enfants pauvres payent au prix fort une nouvelle vague de VIH-Sida. Plusieurs bébés testés positifs en 2019 sont victimes du réemploi systématique de seringues usagées. Selon le médecin qui a révélé le premier scandale en 2019, rien n'a changé, ou presque, depuis dans la province du Sindh. Au moins 50 enfants sont morts du sida depuis que l'alerte a été lancée. Et c'est tout pour ce point d'information. On se retrouve demain. Merci beaucoup à Mr. Everyday. Donc, actualité bien fournie. On a fait le tour du monde avec ces papiers, ces infos, et on va le retrouver tranquillement demain. Maintenant, inscrit dans notre conducteur, en ce mercredi, bien sûr, notre virée d'influence. Bien sûr, ce sont des personnes, des sommités, personnalités, des personnes qui nous inspirent au travers de leur parcours. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une femme exception. Elle est pionnière dans le domaine de l'audiovisuel ici en Côte d'Ivoire, présidente actuelle des journalistes de la presse étrangère et les premières femmes JRI, vous me direz qu'est-ce que c'est, journalistes, reporters d'images. Ce sont des personnes qui partent en reportage tout seuls et qui réussissent à revenir avec des éléments, à les monter jusqu'à les diffuser. Et aujourd'hui, nous avons posé nos projecteurs et nos axes de caméra sur cette grande dame en la personne de Madame Ma Camara. Je suis Ma Camara, journaliste reporter d'images. Je pense que nul n'est incontournable dans ce monde. Il faut savoir être indispensable. Être influent, c'est accepter la critique, les remarques, les suggestions et les rendre utiles. C'est sortir d'un esprit de moi et diriger dans un esprit de nous, c'est-à-dire un esprit d'équipe. C'est savoir extérioriser et partager sa vision. C'est écouter, c'est accepter l'échec et pouvoir rebondir. Ma recette personnelle, c'est le travail, c'est la patience, c'est la gratitude. La gratitude envers les personnes qui ont accepté de m'accueillir dans le monde professionnel et faire de moi ce que je suis. La gratitude envers mes parents, qui ont compris très tôt qu'il fallait faire confiance à la fille et lui donner une chance d'aller à l'école. La gratitude envers mes convictions, mes valeurs qui ne m'ont jamais lâché, quelles que soient les difficultés. Ma gratitude envers Dieu, envers la mère nature, qui sont restés et restent toujours attentifs à mes projets. L'une de mes recettes, c'est de savoir se mettre en cause. Je reviens là-dessus parce que nous voulons toujours trouver un coupable à ce qui nous arrive, trouver un acteur à nos échecs, sans véritablement se poser la question sur notre part de responsabilité. Je m'entoure d'ondes positives et les obstacles sur mon chemin deviennent des temps de repos et de méditation pour mieux avancer. Pour la petite histoire, j'ai voulu être militaire, mais malheureusement, à cette époque, les femmes n'étaient pas autorisées à l'école militaire de Bingerville. Mon amour pour le journalisme a véritablement commencé au lycée, où l'un de mes professeurs, Alseni Dambélé, actuel directeur général de la RTI, avait été emprisonné alors qu'il écrivait pour un quotidien proche de l'opposition. Les raisons qui avaient été données par notre proviseur à l'époque ne me convainquaient pas. Alors j'ai donc décidé d'écrire tout ce qui se passait autour de moi dans mon journal intime qu'on appelait le cahier des souvenirs à l'époque. Et ma seule lectrice, c'était ma sœur jumelle. Ceci fait partie de l'un de mes déclics. Je dirais même le déclic principal. Il était pour moi inadmissible de voir un journaliste en prison alors qu'il faisait son job. Je me suis dit, Ma, il faut que tu sois journaliste pour régler l'image du destructeur ou du perturbateur de paix que les gens ont du journaliste. Mais comment devenir journaliste? C'était ça la question. Je n'avais personne qui pouvait m'aider, mais j'ai fait confiance à mes projets et à mon ambition. Des moments sombres, oui, j'en ai connu. Mais pour moi,
c'est une école. J'avais une vision, un objectif. Je me suis donc inspirée des talents des aînés parce que pour moi, il est inutile de vouloir faire comme les autres. Sinon, vous perdez vos valeurs. Les valeurs pour moi sont comme des empreintes digitales. C'est spécifique à chaque individu. En voulant faire comme les autres, vous perdez vos repères. Ce qui me rend plus triste, c'est quand j'ai le courage de renoncer à ce que je ne peux pas changer. Je n'ai pas été militaire, mais j'ai travaillé avec des militaires. Et aussi bien d'autres portes heureuses dans ce secteur se sont ouvertes pour moi. Aujourd'hui, je suis la première femme journaliste reporter d'images en Côte d'Ivoire et l'une des premières en Afrique spécialisée sur les questions militaires. J'enseigne le média training à des officiers supérieurs. En tant que présidente de l'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire, j'ai réussi à faire partager ma vision de création d'un cadre de travail sécurisé pour des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. On ne devient rien dans ce monde sans mentor. Et surtout dans le secteur de la presse. Il faut savoir rendre hommage à ceux qui nous ouvrent la porte et nous font. Quand vous apprenez auprès d'un vieux, on ne lui dit pas que c'est pour monter sur ses épaules pour être plus grand que lui. Il faut l'amener à vous porter lui-même sur ses épaules pour vous faire grand. Il n'y a pas de risque qu'il vous lâche. Et c'est ce qui manque à nos jeunes aujourd'hui. Je demande aux jeunes de croire en notre métier et de ne pas s'inquiéter. La presse ne disparaîtra jamais. Il y a de la place pour tous. La presse est un secteur qui se réinvente et s'adapte à l'évolution du monde. Laissez-vous guider par votre moi. Les pressions extérieures ne doivent pas vous déstabiliser. Sinon, vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs. Je vous conseille de vous imposer votre conscience. J'invite les femmes à se former en tant que journaliste reporter d'images. C'est l'avenir de l'audiovisuel. Ce que j'aimerais dire aux jeunes, non pas seulement les jeunes, mais à nous tous, le travail fait avec amour ne trahit jamais. Vous pouvez traverser des montagnes russes, c'est vrai, mais il faut rester constant et éviter la tricherie avec le travail. Si vous trichez, tôt ou tard, ça va vous rattraper. L'excellence ne rime pas avec mensonge. Et voilà, elle a si bien dit donc que ce sont des conseils à prendre très au sérieux avec Mme Makamara. On rappelle qu'elle est présidente des journalistes de la presse étrangère et première femme journaliste reporter d'images en Côte d'Ivoire. Voilà, le thème aujourd'hui abordé avec elle, croire en ses ambitions. Et c'est un thème qui attire aussi l'attention de notre invité que nous allons recevoir dans quelques instants. Avec lui, on parlera de devenir un leader là où vous êtes. À tout de suite. Et bien sûr, ce sera en compagnie de notre coach docteur Serge Coucougnon, avec qui nous allons aborder ce sujet fort intéressant. Bonjour coach. Bonjour Alex. Bonjour. Bonjour Angeval. Bienvenue à vous. Merci. Voilà. Aujourd'hui, on parle de devenir un leader là où vous êtes. On parle de leader, on parle de leadership. Qu'est-ce que c'est? Merci pour la question. Déjà, le leadership, on a tendance à croire sur notre tropique que c'est celui qui est devant les autres. C'est celui qui est le chef, par exemple, de parti politique, c'est lui qui est le responsable d'entreprise, etc. Mais on peut ramener cette notion-là au simple mot d'influence. Donc, c'est la capacité qu'a un individu d'influencer. Influencer son environnement, influencer, bien évidemment, les gens qui sont autour de lui. Cela veut dire qu'à quelque niveau que nous nous situons, nous pouvons influencer d'une certaine façon. Voilà. La seconde question et que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir si l'on est leader ou l'on le devient. Je dirais les deux sont possibles parce qu'on est avec la capacité d'influencer, mais en cours de route, on peut se rendre compte qu'on a cette capacité et on peut l'exercer, on peut la développer, on peut l'amplifier. Donc, il y a certaines personnes qui naissent naturellement avec des prédispositions à se faire suivre par les autres. Et puis, il y en a d'autres qui développent ces aptitudes-là par le travail, par la découverte de certaines formations, par l'application de certaines stratégies.
Voilà donc. Alors, on va rester sur cet éclairage que vous êtes en train de nous apporter. C'est très important. On ne va pas passer là-dessus comme ça parce qu'on emploie le mot leader tout azimut. Hein. Leader de la jeunesse, leader dans tel domaine, leader ici, leader par là. En entreprise aussi, on parle de leader. Plus de précision sur ce mot, surtout en entreprise. Le leader, c'est qui? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute personne a la capacité d'influencer. Okay? Maintenant, cette influence-là, elle est à différents niveaux. On influence en fonction de la position qu'on a, parce que celui qui est à la tête de l'entreprise n'a pas le même niveau d'influence que celui qui est un commercial dans l'entreprise. Parce que les décisions de celui qui gère l'entreprise auront un impact plus important sur l'entreprise que celui qui est un exécutant. Cependant, lorsqu'on va rentrer dans je prends une entreprise quelconque où il y a un technicien de surface, il peut estimer que, comme je ne suis pas à la tête de l'entreprise, je ne suis pas un leader. Pourtant, son travail a une influence sur tout ce qui sera fait dans l'entreprise. Supposons que, parce qu'il ne se considère pas leader, il se dit, bon, mon travail n'a pas une grande influence, je nettoie comme je veux, hein, je vais à la salle d'eau, je fais un nettoyage approximatif, et puis une des agentes de l'entreprise va à la salle d'eau, parce que ce n'est pas bien nettoyé, elle se chope une infection. Parce qu'elle a pris une infection, elle bénéficie de 3 jours de repos, maladie. Donc, le travail qu'elle devait faire ne peut plus être fait. C'est quelqu'un d'autre qui va s'en charger. Lui aussi ayant ses responsabilités, il va avoir une baisse de régime, une baisse d'efficacité et tout cela va avoir un impact global sur l'entreprise. Donc, à tout niveau où nous nous situons, nous avons la possibilité d'influencer. Donc, nous sommes des leaders, mais il faut en prendre conscience. Quelqu'un disait que l'un des plus grands défis de nos sociétés, ce n'est pas tant un défi de moyens, ce n'est pas tant un défi de sous, mais c'est un défi de conscience du leader qu'on est. Le sujet nous est libellé ici, hein, devenez un leader là où vous êtes. C'est clair que cela appelle à une marche, à une démarche. Tout à fait. Vous avez parlé tantôt de capacité, des fois même de prédisposition. Ma question a 2 volets. Comment identifier déjà ces capacités-là? Et si nous avons des prédispositions également, comment aussi les identifier et les travailler? Et le second volet, c'est de savoir le point d'ancrage entre l'influence, le pouvoir, parlons de leadership. Alors, déjà, j'aimerais dire une chose. Comme je l'ai dit, on a tous la possibilité d'influencer quand on fasse les choses ou qu'on ne fasse pas les choses. Prenons le cas simplement d'un homme. Parce qu'il est homme, il va influencer l'opinion d'une certaine frange de la population par rapport à son comportement. Vous allez voir une personne qui est d'une certaine ethnie, quand elle va agir d'une certaine façon, ça va influencer l'opinion des gens sur le groupement ethnique d'où elle vient. On va dire, ah, les gens de cette ethnie-là, c'est comme ça, ils sont. C'est des préjugés, des fois. Voilà. Mais on ne prend pas conscience que ce qu'on fait, ou ce qu'on ne fait pas, ce qu'on dit, ou ce qu'on ne dit pas, tout influence. Déjà, il faut prendre conscience de cela. C'est le point de départ. Et réaliser que, à quelque niveau que je me situe dans la société, je peux influencer d'une façon ou d'une autre. Deuxièmement, cette influence-là, quand on en prend conscience, elle va se faire sur les individus. Vous savez, le leader, on ne le suit pas parce qu'il dit nécessairement « suivez-moi, faites ce que je fais ». Non. Mais il y a quelque chose en lui qui incite les autres à se reconnaître en lui. Il y a plusieurs manières d'influencer les gens. On peut influencer les gens par la coercition, on peut influencer les gens par la peur, on peut influencer les gens par l'argent. Mais celui qui veut manifester un leadership authentique, il s'évertue à influencer les gens par l'inspiration, en les inspirant. Inspirer quelqu'un, c'est quoi? C'est faire naître dans cette personne-là, dans le cœur de cette personne, un dessein. C'est-à-dire que vous ne dites pas nécessairement aux gens de vous suivre, mais par la façon dont vous faites les choses, ils regardent et puis ils ont envie de se hisser vers l'excellence. Ils ont envie de devenir la meilleure version d'eux-mêmes parce qu'à vous voir faire les choses, vous les inspirez. Naturellement, tout le monde, comme je l'ai dit, a des potentialités. Maintenant, pour identifier ces potentialités, ça va demander une enquête sur soi-même, une enquête dans son entourage. Donc, demander aux gens quelles sont les qualités que vous me trouvez. Et puis soi-même observer quels ont été nos points forts, quels sont les endroits où on a eu tendance à faire les choses avec une certaine aisance, avec une certaine facilité. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire naturellement, avec une certaine facilité, que j'aurais du mal à faire. Il y a des aptitudes que Angeval a que je n'ai pas nécessairement. Donc il faut qu'il puisse faire cette enquête de découverte de sa personne, en regardant ses expériences de vie et puis en questionnant son entourage. Le second volet est de savoir le pouvoir, l'influence, quelle corrélation par rapport à la question de leadership.
Quand on parle d'influence, c'est-à-dire qu'on peut agir sur. Donc, c'est déjà un pouvoir qu'on est en train d'exercer. Et ce pouvoir-là peut se faire grandissant lorsqu'on connaît les éléments, les ingrédients du leadership qu'on peut pouvoir déployer, on peut apprendre à maîtriser et puis exercer. Donc, plus on exerce les ingrédients, les éléments, on augmente notre pouvoir, donc notre capacité d'influence. Est-ce qu'être un bon leader, c'est aussi avoir une certaine autorité? Si oui, comment la matérialiser? Surtout quand on est à la tête d'un groupe ou d'une autorité, d'une entreprise, par exemple. Alors, déjà, je reviens toujours sur cette notion pour dire que le leader n'est pas nécessairement celui qui est à la tête. C'est vrai, il y a différents types de leadership. Hein, parce que vous voyez, on peut tout de suite vous nommer à la tête d'une organisation. OK, ça, vous bénéficiez de la position de leader, mais ça ne veut pas dire systématiquement que votre leadership est effectif sur les gens qui sont vos collaborateurs. Parce qu'à ce niveau-là, il faut travailler à avoir la permission de ces gens. Quand je dis avoir la permission de ces gens, c'est vrai qu'on ne leur a pas demandé leur avis et puis on vous a nommé là, mais avoir leur permission, c'est-à-dire vous faites en sorte de rentrer dans leur cœur, vous faites en sorte de les connaître, vous faites en sorte d'avoir une certaine relation de qualité avec ces gens-là, de sorte à ce qu'ils puissent dire « oui, d'accord, intérieurement, on accepte qu'il soit notre leader ». Tant qu'on ne vous accepte pas, vous aurez du mal à déployer votre autorité, à manifester votre autorité. Donc l'autorité va venir de la position. Ça, c'est une première chose. Mais l'autorité aussi va être renforcée par d'autres éléments, notamment la compétence technique. Je pourrais tout à l'heure parler des ingrédients, mais quand je parle de la compétence technique, par exemple, vous êtes dans un environnement, supposons le domaine médical, où vous avez un confrère qui est très pointu, un confrère qui a une certaine expertise dans un domaine précis. Son avis devient une voie d'autorité par rapport à ce que vous avez à faire. Donc la compétence ou la connaissance qu'une personne a fait que son autorité s'accroît quant aux décisions à prendre. Vous avez parlé d'un terme assez important, l'authenticité. Est-ce à dire que le leadership est naturellement en positif ou il peut avoir des formes de leadership on va dire négatif? Je n'ai pas bien compris la question. L'authenticité du leadership qui émane par exemple d'une personne lui confère essentiellement de bonnes valeurs? Il y a des leaders qui ont une influence qui peut être négative. Parce que comme je l'ai dit, être leader, c'est avoir conscience qu'on peut influencer. Mais on peut influencer dans une direction qui ne sert pas l'intérêt de tous. D'accord? Donc, partant de ce fait-là, on ne peut pas dire systématiquement que tout leader est un bon leader. C'est d'ailleurs pourquoi il y a des bons et il y a des mauvais leaders. Voilà. Est-ce que vous avez aussi signifié que tout le monde peut être leader, voilà, dans n'importe quel domaine, à n'importe quelle place aussi, on n'est pas obligé d'être à la tête et tout. Est-ce que le fait pour des personnes qui ne sont pas forcément à la tête d'entreprise, qui n'ont pas une situation financière assez aisée, c'est pas cette peur, cette crainte, ou bien on se minimise un peu pour dire je n'ai pas la capacité d'être un bon leader? Est-ce que ce n'est pas un frein? Tout dépend de la conception des personnes et puis du niveau d'information qu'elles ont sur la question de leadership. Parce qu'effectivement, on peut estimer que comme je n'ai pas les sous, comme je ne suis pas à la tête, comme je ne suis pas le plus gradé, tout ça, ça suppose que... C'est juste le technicien de surface là et tout. Et dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, le travail du technicien de surface influence d'une certaine façon. Prenons la réceptionniste dans l'entreprise. C'est par elle que les gens accèdent à l'entreprise. Donc, elle est une vitrine. Elle est, en quelque sorte, la porte d'entrée. Si cette porte-là est désagréable, ça joue sur l'image de toute l'entreprise. On dira que dans cette entreprise, je suis allé, on m'a traité comme ça. Vous allez dans un centre de santé, une aide-soignante se comporte d'une certaine façon avec vous, ça vous donne une mauvaise image. Parce qu'on vous a fait attendre trop longtemps, ça vous donne une mauvaise image, même si ce n'est pas le DG qui a fait ça. Vous voyez? Donc, à tout niveau, on peut influencer les choses. Donc, quand on prend conscience de cela, on réalise que ce n'est pas seulement le fait d'avoir une certaine position, ce n'est pas seulement le fait d'avoir certaines ressources, mais partout où on peut être en interaction avec les hommes, on peut avoir une influence. Donc, on peut manifester son leadership. Voilà. On sait, hein, vous avez ici indiqué le sujet, c'est devenir un leader là où vous êtes. La société est faite de plusieurs personnalités, sensibilités et profils. Si tout le monde développe son leadership d'une certaine manière, est-ce qu'il n'y a pas de problème à un niveau? Il ne va pas y avoir problème à un niveau parce que, justement, le leadership ne vise pas à dire aux gens ou à écraser les gens.
il vise à faire en sorte que les gens s'élèvent. Il vise à faire en sorte que les gens se sentent épanouis, les gens se sentent plus heureux. Donc, en manifestant son leadership, on contribue à améliorer la qualité de vie des gens autour de nous. Celui qui a conscience qu'il est un leader et qu'il peut exercer, sinon déployer son leadership là où il est, va faire les choses dans l'intérêt des autres. Et naturellement, si chacun de nous fait les choses dans l'intérêt des autres, c'est la société qui s'améliore. Donc voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'on a plus besoin de leaders que de moyens. Notre plus grand défi, c'est d'avoir des gens qui sont conscients qu'ils ont la possibilité d'influencer d'une façon ou d'une autre. Et ayant conscience de cette possibilité-là, s'ils l'emploient dans un sens positif, on verra comment, et c'est la société qui gagne. Lorsqu'on est un bon leader, docteur Serge Koukouignan, est-ce que dans sa démarche, faut-il tenir compte des autres? Et comment est-ce qu'on considère, on prend cet avis des autres là? Nous sommes à la tête, nous sommes un leader et tout, ça se voit aussi. Comment tenir compte de l'avis des autres? Le leadership ne peut pas se départir du relationnel. C'est impossible. On ne peut pas considérer qu'on est leader en mettant de côté l'importance du relationnel. Les idées qui viennent aussi de la part des autres. Justement. Oui. Donc, quand on prend en compte le relationnel, ça veut dire qu'on doit améliorer la qualité de relation qu'on a avec les autres. Et dans cette amélioration des qualités de relation, il y a ce que l'autre est et il y a ce qu'il apporte. Dans ce qu'il est, c'est ce qu'il représente. Dans ce qu'il est, c'est ce qu'il a comme valeur. Et dans ce qu'il apporte, c'est ce qui émane de lui comme idée. Vous voyez, un leader qui se veut respecter, qui se veut admirer, qui veut inspirer, qui a une certaine position, il se doit naturellement de considérer les avis. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que c'est eux qui vont dicter, les autres qui vont dicter tout ce qu'il fait, mais avec sagesse, considérer, consulter sur certaines questions les avis des autres. Et c'est justement sa capacité à faire le mixte de tous les avis pour sortir quelque chose qui est au bénéfice du plus grand nombre, qui fait de lui une personne admirée. Et vous avez déjà pris l'avance sur la prochaine question. Vous avez aussi mentionné une certaine notion, c'est le service, se mettre au service des autres pour pouvoir véritablement bien exprimer son leadership. Finalement, quels sont les ingrédients d'un bon leader ou d'un bon leadership? Alors, il y a une étude qui a été faite par un cabinet en Afrique subsaharienne et qui a porté sur ce que les compétences qui font le leader de notre point de vue, donc du point de vue africain. C'est vrai que ces compétences-là se retrouvent un peu partout, mais comme ce sont des réponses qui ont été données par les Africains, je vais m'appuyer dessus pour vous donner quelques ingrédients qui feront de toute personne qui a envie de déployer son leadership un leader à la stature qu'il aspire à incarner. Donc, premièrement, il y a la vision. La vision, c'est la capacité à se projeter au-delà des contingences actuelles. Et toute personne qui a envie de déployer son leadership doit toujours se demander qu'est-ce que je veux pour demain? Qu'est-ce que je vois pour demain? Il y a une histoire qu'on raconte souvent qui est celle de deux casseurs de pierres. Il y a l'un à qui on demande qu'est-ce que tu fais, il dit je casse juste des pierres. Et le second à qui on demande qu'est-ce que tu fais, il dit je suis en train de bâtir une cathédrale. Donc en fait, le second a une vision plus profonde du travail qu'il est en train de faire. Il a conscience de l'impact du travail qu'il est en train de faire. Donc il ne se limite pas seulement à aujourd'hui, mais il voit beaucoup plus loin. Donc si on a envie de déployer notre leadership, il faut nous exercer à regarder au-delà du simple fait que nous avons des actions monotones à faire dans la journée. Le deuxième élément, c'est le courage et le caractère. Le courage et le caractère. Naturellement, on sera inspiré à suivre une personne ou à se laisser influencer par une personne qui non seulement prend des décisions et qui assume ces décisions-là, qui va au bout, qui n'a pas peur de faire ce qu'elle sait juste. Cette personne qui se fait suffisamment confiance pour oser aller là où d'autres craignent d'aller. Donc, lorsqu'on observe ces qualités de courage et de caractère chez une personne, on se dit, voici quelqu'un derrière qui on peut s'aligner. Le troisième élément, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est la qualité d'une personne qui a un haut sens moral. Ce n'est pas un leader qui va se dire « faites ce que je dis ».
mais ne faites pas ce que je fais. La fiabilité. Le leader n'est pas un panneau d'indication pour dire aux gens, oui, voici ce qu'il y a à faire, mais moi-même ne regardez pas trop. Non. Parce que si vous découvrez un manque de probité morale chez une personne, naturellement, vous ne lui ferez pas confiance. Alors qu'un leader à qui on ne fait pas confiance ne peut pas avoir d'influence sur les autres. Le quatrième élément, c'est la capacité à travailler en équipe. Parce qu'il faut pouvoir fédérer toutes les intelligences, il faut pouvoir fédérer les compétences, et dans ce sens-là que les avis des autres, ça compte. Donc, le leader sait qu'il a un certain nombre de choses qu'il sait faire, mais il y en a d'autres qu'il ne sait pas faire. Donc, il sait reconnaître ses limites, il sait faire appel à la collaboration, il sait susciter, sinon détecter chez les autres les talents qu'ils ont, les encourager à les mettre en avant pour le bien commun. Le cinquième élément, ça va être la compétence technique. Vous voyez, j'ai suivi un jour l'une de vos émissions Influence où il y avait une dame qui était responsable d'une entreprise de transport du personnel. Cette dame-là, elle n'était pas du domaine, mais elle a décidé d'aller apprendre davantage sur le domaine. Aujourd'hui, elle comprend les pannes des véhicules, elle comprend, voilà, elle sait comment ça fonctionne parce qu'elle a voulu acquérir la compétence technique relative au domaine. Imaginez qu'on vous bombarde à un poste de responsabilité et vous n'avez aucune compétence technique et vous restez là juste, ah oui, je suis le responsable, c'est moi le responsable. Arroger les compétences. Mais naturellement, vous aurez un faible niveau d'impact sur votre équipe et puis ça va se ressentir dans vos résultats parce que vous n'avez pas la compétence technique de base. Et le dernier élément, c'est la communication, la capacité à transmettre ses idées, la capacité à communiquer clairement ce qu'on veut faire ou ce qu'on voit pour les autres ou ce qu'on voit pour l'équipe. Voilà donc les 6 éléments qui peuvent aider toute personne qui aspire à manifester son leadership à le faire effectivement. Merci beaucoup, Dr Serge Koukounian. Il est coach. On était captivé parce que ça nous intéresse aussi. Oui, c'est un leader dans son domaine. Prenez donc les bonnes astuces, les bons ingrédients et puis avancez tout simplement. Merci beaucoup à vous. Merci. Excellente journée donc. Nous allons évoquer les effets négatifs du divorce sur les enfants. Nous sommes en compagnie du docteur Frédéric Zabidjo et dans quelques secondes après le jingle, on pourra échanger avec lui. Le divorce n'est jamais une preuve facile et aisée à mener. Et sur le théâtre de l'affrontement entre les deux principaux protagonistes, des dommages collatéraux se font sentir et voir, notamment ceux des enfants qui se retrouvent impactés d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, on aborde le sujet concernant le divorce des parents et leur impact sur les enfants, en compagnie du docteur Joe Frédéric Zabi, qui a toujours de bonnes astuces et de bonnes indications à nous donner pour mener nos différents pans de vie avec beaucoup plus de sérénité. Bonjour, docteur. Bonjour, Alix. Bonjour, Thierry. Bonjour et bienvenue chez vous. Infiniment merci. Oui, je vais être galant, je vais laisser Alix commencer. Ah, bien sûr, on parle de divorce depuis même un certain moment. On pourrait revenir encore sur la définition du divorce pour situer le cadre de l'impact que cela a sur les enfants. Le divorce, merci Alix, c'est la séparation de deux personnes qui ont pris des engagements lors d'une cérémonie officielle. Engagement à rester unis pour la vie, engagement à s'aimer, engagement à s'assister dans les moments bons comme dans les moments malheureux, engagement à pourvoir aux besoins de l'un et de l'autre dans les limites de nos moyens, etc. Donc c'est la rupture de ces engagements-là qu'on va appeler ici divorce. Et votre intro, je l'ai bien apprécié parce que ici, ça montre tout le défi qui est contenu dans le divorce, en fait. Parce que vous avez utilisé des termes comme protagonistes, ceux qui se séparent, ceux qui se sont unis un jour et qui se séparent aujourd'hui, se prennent pour des protagonistes et ils tapent sur un punching ball, en général, qui sont les enfants, malheureusement, sans tenir compte de l'impact négatif de leurs actions diverses sur la psychologie de ces enfants-là et leur devenir. Donc ça pose un problème. Vous avez déjà lancé le premier axe à aborder, les effets négatifs du divorce sur les enfants. Après, on pourra parler de comment expliquer le divorce des parents aux enfants. Ce sont des étapes que nous allons suivre dans nos échanges. Donc, si on part sur les effets négatifs du divorce sur les enfants, on va évoquer le premier point, des altérations au niveau émotionnel. Oui.
Oui, oui, absolument. Des alcérations au niveau émotionnel. Très souvent, les parents n'en tiennent pas compte. Pour eux, ce qui est important, c'est d'avoir la garde de l'enfant pour préserver une prébande. Peut-être utiliser ça comme monnaie d'échange vis-à-vis de l'autre partenaire qu'on quitte pour qu'on puisse avoir de quoi manger régulièrement. Mais en réalité, il y a les aspects émotionnels qui sont très, très importants. Et ici, les parents n'en tiennent pas compte en général. Et ces aspects émotionnels-là, on va assister à des altérations. Et ces altérations vont s'exprimer notamment par des pleurs, des sentiments de rejet que l'enfant va développer. On va assister à des envies mal exprimées ou alors qui ne s'expriment pas du tout chez l'enfant. Et tout cela va se voir en général dans son comportement. Malheureusement, les parents, ils sont focalisés sur le combat qu'ils ont à mener et ils ne regardent pas l'enfant. L'enfant qui est en train de souffrir de leurs différentes actions d'adultes au plan émotionnel. Alors que c'est l'émotionnel qui va bâtir ici un adulte équilibré et stable dans son futur à lui. N'oubliez pas que quand on est en train d'éduquer un enfant, on éduque 3 personnes. On éduque l'enfant, on éduque un éventuel père et un éventuel époux ou une éventuelle épouse. Voici les 3 personnes qu'on éduque en un. Et donc, dans ces 3 personnes, il y a un élément important qui est notamment la vie émotionnelle, l'équilibre de la vie émotionnelle. Et ici, il est mis en danger par les actions des parents. Et dans cette stratification des effets négatifs du divorce sur les enfants, on a aussi des comportements des fois indésirables que les enfants manifestent. Oui, les enfants, souvent, ils sont là, ils manifestent de l'agressivité, par exemple. Ils manifestent un retrait social, de l'isolement. Ils se mettent dans leur coin. Et on ne comprend pas toujours pourquoi. Alors que, enfin, on fait semblant de ne pas comprendre pourquoi. Je veux dire, les 2 parents, parce que notamment, ils devraient comprendre que leurs différentes actions ont un impact sur l'enfant. L'enfant ici, qui ne peut pas toujours exprimer son inner side, ça veut dire son fort intérieur, donc il exprime par des comportements. Et ces comportements-là, c'est l'agressivité vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis également de ses amis, des classes, à l'école, etc. Et ou bien alors, il va avoir tendance à s'isoler dans son coin, à rester la bouche fermée, il ne parlera pas beaucoup, etc. Mais tout ça, ça c'est pour le présent. Le futur est encore plus délicat. Parce qu'un tel enfant, quand il grandit, n'allez pas compter sur lui pour établir des liens sociaux très forts avec les gens facilement. Parce qu'il va reproduire ce qu'il a déjà appris dans l'enfance. C'est pour ça que, parents, quand vous êtes en train de divorcer, n'oubliez pas que votre divorce est pour aujourd'hui, mais il a un impact très, très négatif sur votre enfant dans son avenir. Et donc, ce présent et ce futur, on va aussi le constater avec des symptômes dépressifs. Absolument, absolument. On aura affaire à des enfants qui vont manquer de sommeil ou alors qui auront le sommeil très, très perturbé. Ils vont dormir tardivement ou alors ils auront du mal à se réveiller ou alors ils se réveillent plusieurs fois dans la même nuit et ils manquent d'appétit, ils sont irritables facilement. Ça, ce sont des symptômes qui se manifestent chez ce genre d'enfants. Les parents ne sont pas très observateurs de ces choses-là. Ou bien même quand ils observent, ils se disent que, ils n'établissent pas facilement le lien entre les comportements de ces enfants-là et puis ce qu'ils sont en train de poser comme acte en tant que parents qui sont en instance de divorce. De toute façon, ils ne vont même pas à l'école en général pour voir comment l'enfant évolue. Du coup, ils croient qu'ils sont à l'abri de certaines choses. Et déjà, les problèmes commencent quand l'enfant vient à l'adolescence. À l'adolescence, il aura du mal à pouvoir supporter des parents, par exemple, contre qui il a des griefs, parce qu'il peut leur faire des reproches, que ceux-ci ne comprennent pas forcément. J'ai eu, par exemple, le cas d'une petite fille qui me disait comme ça qu'elle n'aime pas sa mère. Et je lui demande, mais pourquoi? Elle dit, mais non, parce que quand j'étais un peu plus jeune, ma mère m'a utilisé pour avoir de l'argent chaque fois de mon père. Et donc, moi, je suis sa fille et je me dis, il y a des choses qu'elle devrait faire. Mais elle attend toujours que ce soit mon père qui le fasse. Du coup, moi, j'en déduis que c'est parce qu'elle ne m'aime pas. Et donc, si elle ne m'aime pas, il n'y a pas de raison que moi aussi, je l'aime. Elle est aujourd'hui dans la défiance vis-à-vis de sa mère. Elle ne s'est pas arrêtée qu'à la défiance. Aujourd'hui, elle est dans la consommation et l'addiction à la drogue. Les parents ne comprennent pas toujours que ce sont eux qui, sans le vouloir, poussent leurs enfants dans certains travers de la vie. Il faut en tenir compte. Et c'est important. Et vous avez ici mentionné le volet éducatif et académique. On a aussi des problèmes au niveau scolaire. À ce niveau-là, souvent, c'est très, très facile à voir. Hein. Il suffit juste d'aller dans l'école de l'enfant pour voir qu'il y a une baisse souvent des résultats scolaires de l'enfant. Ou alors, il développe une très grande agressivité vis-à-vis de ses amis de classe. Mais je le répète encore,
souvent les parents ne tiennent pas compte de ces choses-là, ou alors ils voient en ces changements, en ces fluctuations, par exemple dans les notes, ils voient en cela peut-être, ils trouvent d'autres raisons que ce qu'ils sont en train de faire. De toute façon, ils ne vont même pas à l'école. Très souvent, c'est des choses qu'ils délèguent. C'est la bonne qui va à l'école, ça c'est les parents modernes. C'est la nounou qui va à l'école pour prendre les résultats de l'enfant. Bon, on n'a même pas le temps de voir le suivi de l'enfant. On n'a même pas le temps de voir que cet enfant-là qui était très concentré hier, aujourd'hui, il manque de concentration dans ses études, il manque de suivi dans ses études, etc. Et là, c'est encore l'un des effets pervers du divorce ici, dont les parents ne tiennent pas très, très souvent compte. Il faut absolument qu'ils ne focalisent pas sur eux-mêmes, sur eux seuls. Dans le combat qu'ils sont en train de mener pour se séparer, il y a l'aspect juridique. Ça, c'est facile à régler. Il suffit juste qu'un juge prenne une décision et c'est passé. Mais l'aspect le plus difficile, c'est la gestion psychologique des enfants. Et là, malheureusement, ils ne se font pas assister et ils n'ont pas les outils. Ils font les choses en regardant seulement les aspects matériels et financiers, mais ils oublient le volet le plus important. Vous savez, vous pouvez former quelqu'un, il peut être très, très diplômé, il peut avoir un très, très bon poste avec un très bon salaire, mais si sa vie psychologique n'est pas équilibrée, il n'est personne dans la société. Et malheureusement, on oublie cet aspect-là, et c'est triste. Et ce gros impact de cet aspect psychologique sur nos enfants, c'est sur le long terme. Sur le long terme, on oublie souvent de se projeter. Se projeter, je l'ai dit, l'enfant, il est petit, c'est vrai, aujourd'hui, mais il faut voir demain. La plupart des adultes qu'on regarde, qui ont des comportements bizarres dans leur foyer à eux, quand vous interrogez leur passé, vous vous rendez compte que leur vie d'adulte découle de ce qu'a été leur vie d'enfant, des péripéties qu'ils ont dû traverser dans leur enfance en général. On trouve les explications de certains comportements d'adultes dans cette vie-là. Il faut que les parents aient ça de façon permanente à l'esprit. Que celui avec qui j'ai affaire aujourd'hui, c'est vrai, je suis en train de me séparer de ma femme. Ça, c'est ma femme à moi. On est adulte, on a des outils pour supporter certaines choses. Mais dans notre foyer, on a créé des enfants. Et ces enfants-là, ils sont fragiles. Et leur fragilité va faire qu'ils vont nous regarder. Ils vont apprécier des choses qu'ils n'ont pas forcément les pouvoirs de supporter. Et ces choses-là, ça va les poursuivre dans leur vie d'adulte. Et quand ça les poursuit, on aura affaire à des pères déséquilibrés, à des mères déséquilibrées qui ont des valeurs approximatives. On va avoir affaire à des pères et à des mères qui n'ont même pas une bonne notion de ce que c'est que l'éducation, parce que dans leur passé à eux, ils n'ont pas bénéficié de certaines choses. Si je n'ai pas bénéficié, par exemple, de l'amour paternel, que je grandis comme ça, et puis je me marie un jour, et je ne donne que ce que j'ai, qu'est-ce que je vais donner à mes enfants à moi? Souvent, on ne se pose pas cette question au moment où on est en train de mener nos pseudo-combats. Et c'est triste. C'est très important ce que vous êtes en train de dire. Et pour faire, pourquoi pas le condenser, des effets négatifs du divorce sur les enfants, on a quelques petits points comme ça qui reviennent. Notamment, vous avez parlé du manque d'attention, du déni. Des fois même, on reste sourd aux difficultés et manifestations nouvelles des enfants. On a la responsabilité au milieu de tout ça qui se situe où finalement? Parce que des fois, ce n'est pas forcément les deux parents qui sont démissionnaires. Il y en a un qui décide de divorcer aussi des enfants. C'est vrai que si on veut rentrer dans la bataille de se jeter la pierre sur qui est démissionnaire et qui ne l'est pas, on peut perdre de vue l'essentiel. L'essentiel qui est l'équilibre des enfants. C'est vrai, je peux penser que moi, je ne suis pas démissionnaire dans l'éducation de mes enfants. Et puis, celui qui est démissionnaire, je le laisse faire ce qu'il a envie de faire, etc. Mais si je me rends compte du rôle du parent, il y a des choses que je ne peux pas permettre. Il y a des choses sur lesquelles je vais faire des concessions pour l'intérêt de mes enfants. Parce qu'il est important d'apprécier les choses de ce point de vue-là. Pas seulement de notre point de vue en tant que personne adulte. Les enfants, tout humain a besoin à la fois de son père et de sa mère pour être équilibré. On a besoin de ça. Sauf si le père lui-même ou la mère elle-même décide de s'éloigner, l'idéal serait qu'on fasse des concessions. Je peux ne pas accepter tel point de vue, je peux ne pas accepter tel comportement,
mais exceptionnellement pour mes enfants, je ferai le sacrifice d'accepter. Juste pour que mes enfants puissent bénéficier de l'affection, soit de leur père ou de leur mère. Je vais le faire. Quand on a ça de façon permanente à l'esprit, on ne va pas s'attarder sur les conditions matérielles et financières dans lesquelles les enfants vont évoluer. Mais plutôt, quel est le milieu qui offre le maximum de garanties pour leur épanouissement psychologique. C'est cela le plus important, de mon point de vue. Donc, on va s'inscrire dans la dynamique de celui qui va être ici en train de privilégier l'intérêt des enfants et non pas son intérêt en tant que personne adulte. C'est là qu'il faut faire les sacrifices. Pas les sacrifices, souvent, on les consent quand on est dans le foyer, on dit « je reste là, je supporte tout pour mes enfants ». Là, je pense que ça, c'est l'erreur. Moi, je préfère plutôt ne pas offrir un schéma comme ça à mes enfants, partir, mais partir de façon à ce que mes enfants, ils ne manquent de rien. Je veux dire, quand ils ne manquent de rien, je ne parle pas forcément de ce qui est matériel financier, je vais surtout à ce qui est essentiel, qui est psychologique, émotionnel, spirituel et tous ces autres aspects-là. Dans les deux schémas que vous venez de citer, je pense que c'est le premier que nous constatons généralement dans nos différentes familles. Je reste pour mes enfants et on encaisse toutes les conséquences là. Alors, dans quelques instants, on va passer peut-être à un autre volet, si on a peut-être plus de questions sur ce premier pan-là, mais quel accompagnement, lorsqu'on parle des effets négatifs du divorce sur nos enfants, avec tout ce que nous avons cité là, quel accompagnement dans cette étape-là? Ceux qui sont en première ligne, ça doit être les deux parents en cause, premièrement. Parce qu'ils doivent vraiment mesurer leur responsabilité dans ce qu'ils ont à faire auprès de leurs enfants. Ils doivent minimiser leurs différends à eux, privilégier l'intérêt de leurs enfants et puis assurer une présence continuelle malgré les difficultés. À défaut, l'idéal serait que l'accompagnement soit assuré par des personnes ressources qui sont hors des deux protagonistes ici. Je parlais par exemple des grands-parents, je parlais par exemple des frères et sœurs, à ces deux personnes-là qui sont en train de se séparer. Les grands-parents peuvent jouer ici un rôle important en essayant d'être des substituts, des relais, des personnes relais pour les enfants, en leur offrant ce que les deux parents ne leur offrent pas. Mais l'idéal, c'est qu'ils soient sensibilisés à leur rôle pour ne pas qu'ils soient démissionnaires. Normalement, on ne devrait pas abandonner un enfant, si vous voulez, à quelqu'un d'autre si on n'y est pas forcé, soit par la maladie, soit par le décès. Oui. En dehors de ces deux cas-là, normalement, on doit faire ce qu'il y a à faire comme effort pour rester auprès de ses enfants. Donc, l'accompagnement doit être assuré par les parents eux-mêmes et puis par des collatéraux, comme frères et sœurs ou alors les ascendants. Finalement, c'est une question de responsabilité. Alors, maintenant, on va partir pour cet élément-là qui nous a été ramené par Pascaline Kwame, ici, qui nous relate des histoires d'enfants qui ont été impactés d'une certaine manière à la suite du divorce de leurs parents. Un cas très bien connu, divorce entre la mère et le père. Et ce qui se passe, c'est que l'enfant, il reste avec la mère. Donc la mère se remet dans un autre foyer. Mais systématiquement, en fait, on ressent une attitude de rejet au niveau de l'enfant. Comme s'il faisait exprès de ne pas vouloir avoir de bonnes notes à l'école, bien au contraire, c'est toutes les situations où il était plutôt en conflit avec sa mère, en conflit avec ses frères et continuellement. Et c'est une situation qui a déteint sur lui. Il était plutôt bagarreur avec sa mère, avec ses frères et sœurs. On avait l'impression que c'était plutôt un enfant à problème. Simplement parce qu'il y avait ce grand manque affectif de son père qui n'était pas là. Je ne suis pas avec le père de mon fils. On est séparés. Je trouve que c'est un peu compliqué. Un peu compliqué, surtout dans l'éducation du petit. Il arrive qu'il pose des questions. Pourquoi est-ce que je ne suis pas avec papa? Pourquoi est-ce que je ne vois pas papa? Etc., etc., etc. Et c'est difficile, en fait, de trouver de bonnes réponses. Un autre exemple, à l'école. À l'école, il a ses amis, il y a papa, il y a maman, il y a papa, il y a maman. Et lui, en fait, il y a maman et il y a papa ailleurs. Il a l'impression de ne pas être comme les autres enfants. Et quand il pose des questions, il faut pouvoir lui expliquer que c'est vrai que papa, maman ne sont pas ensemble, mais papa, maman l'aiment tout autant et il est comme les autres enfants. Mais il y a ce vide-là qu'on ressent quand même chez le petit. Mon papa, c'était quelqu'un avec qui j'étais beaucoup proche. Il jouait avec nous chaque matin. En tout cas, je n'étais pas aussi proche de lui et aussi proche de ma mère que j'étais avec lui. Donc, quand il est parti, franchement,
Je pensais qu'il allait revenir. À chaque fois, j'attendais des années. J'avais, je crois, 8 ans, 7 ans. J'attendais, chaque année passait, mon anniversaire passait, papa n'était pas là et ça m'a beaucoup affecté mon moral. Je me disais, mais il nous a abandonnés, où est-il parti? En tout cas, ça nous a beaucoup travaillé, ça a affecté même mes études. Je me sentais un peu mal à côté de mes amis. Il avait leurs 2 parents souvent, mais leurs 2 parents venaient prendre les résultats scolaires. Moi, j'étais qu'avec ma mère. Pourquoi moi, je n'ai pas vécu de telles choses avec mon père? Et elles ont vécu des choses extraordinaires. Et pourquoi pas moi? Et j'ai vu maman pleurer souvent et ça m'a beaucoup cassé. Ça. Pendant ces 15 ans de divorce entre mon père et ma mère, j'ai vécu plus avec mon père que ma mère. Mes années scolaires ont été difficiles. À cause de leur divorce, ça a impacté ma réussite scolaire. Ça fait que je n'arrive pas à me concentrer parce que maman me manque. Vraiment, elle me manque tellement. Mais je souhaite, du fond du cœur, si vous m'entendez, là où vous êtes, je vous demande pardon. Papa, je vous demande pardon. Maman, je vous demande pardon. Réconciliez-vous. Oula. Le mot est sorti à la fin. Hein. Le souhait que tous les enfants ont à l'intérieur, eh bien... Monsieur Dr Frédéric Zabidjo, vous avez entendu ces personnes-là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, ce gros impact négatif-là. Alors, pour la suite, comment expliquer le divorce des parents aux enfants? Parce qu'il y en a qui posent des questions, et de vraies questions surtout. Merci Thierry. Avant de répondre à votre question, regardez cet élément qui vient de passer. Regardez ce que ces enfants ont eu à dire, surtout le dernier témoignage où il appelle ses parents à la réconciliation. C'est-à-dire, les adultes ne mesurent pas les conséquences de leur acte sur l'enfant. Il a dit que ça a impacté négativement sa scolarité. Oui. Il y a une autre fille qui disait tout à l'heure dans l'élément qu'elle avait le sentiment que son père ne l'aimait pas. C'est pour ça qu'il est parti. Et ce sont des choses qui marquent à vie. Il faut qu'on se lève au-dessus de nos problèmes d'adultes et qu'on ne ferme pas la porte à nos enfants, la porte à l'autre, par rapport à son intervention, à son rôle de père ou de mère au chevet de nos enfants. Ça, c'est la première chose que j'aimerais vraiment souligner ici. Il faut que les parents le comprennent, mais je pense que c'est le but de cette émission-là. Bien sûr. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est que, c'est vrai, le processus de divorce ici, très généralement, ça ne surprend pas les parents, hein, parce qu'ils ont commencé toujours par des conflits, et ces conflits-là se succèdent, et puis après, ça aboutit à, si vous voulez, à l'éloignement et tout, et puis, finalité, on va au tribunal pour divorcer. Mais pendant ce processus-là, quand les enfants sont là, il faut qu'on sache qu'on doit préparer les enfants au divorce. On n'attend pas que le divorce soit prononcé pour pouvoir prendre les choses en main. C'est avant. Il faut préparer les enfants au divorce. Les préparer en le faisant de façon progressive, en fonction de leur niveau de maturité psychologique, en fonction de leur âge, en fonction de leur réalité, des réalités qu'ils nous offrent. Et ici, on va stratifier les choses. On va aller déjà avec les enfants qui ont moins de 2 ans. Très souvent, ces enfants-là, ils n'ont pas besoin de savoir que, de toute façon, ils ne comprennent pas grand-chose à ce qui se passe. Ils ne comprennent pas grand-chose à ce qui se passe, mais ils sont influencés par ce qui se passe. C'est-à-dire que l'environnement conflictuel dans lequel la famille évolue, ça les impacte. Même s'ils n'y comprennent pas grand-chose, ils savent au moins que maman n'est pas heureuse, elle est en train de pleurer. Ils savent que papa n'est pas heureux, il est en train de crier. Ça, ils le savent. Et ils en sont impactés négativement. Mais pourquoi est-ce que ça doit être comme ça? Ils ne comprennent pas. Et très souvent, ils ont besoin d'avoir des assurances par rapport à ce qui les préoccupe, eux. Est-ce que je vais continuer à bénéficier de mes routines? L'heure de mon goûter, est-ce que ça va être respecté? Est-ce que mes jouets seront là? Est-ce que moi, je vais pouvoir jouer comme je veux? Et donc, on a besoin de les rassurer par rapport à cela, les enfants qui ont moins de 2 ans. Pas à leur expliquer ce que c'est, ils ne comprennent pas ça. Mais au moins, à leur montrer qu'il n'y a rien qui va changer dans leurs habitudes. Maintenir leurs habitudes. Souvent, on n'en tient pas compte véritablement. On veut faire changer les habitudes au gré de nos humeurs. C'est-à-dire, je prends un exemple, je suis en procédure de divorce avec ma femme, et là, comme j'estime que je dois lui faire mal absolument, je veux récupérer les enfants, alors que les enfants ont été habitués à vivre dans un certain environnement avec elle.
Là, ce n'est pas bon parce que les enfants de moins de 2 ans, par exemple, quand ils vont changer d'habitude, de routine, ça va les affecter. Et on va avoir affaire à des enfants qui vont avoir peut-être tendance à s'isoler, à se retirer des relations avec les autres. Il peut être à un niveau même d'acquisition dans son développement psychomoteur. Et puis, il peut régresser. Un enfant, par exemple, qui a commencé à parler parce qu'il change d'environnement, parce que ses parents sont en train de se séparer, il peut se taire et puis ne plus parler pendant un très, très long moment. Oui. S'il avait commencé à marcher, il peut revenir en arrière et puis s'asseoir, il ne marche plus. Et puis, on est surpris. Alors, docteur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va essayer d'aller un peu plus vite avec ceux de la maternelle, aux écoliers, aux adolescents et à tous les niveaux. Il nous reste juste 3 petites minutes. Voilà, ceux qui sont au niveau de la maternelle, là, on est en train de gravir les échelons en âge ici. Ils comprennent un peu mieux les choses. Il faut pouvoir leur expliquer les choses en leur disant que c'est vrai, bientôt papa et maman ne seront pas ensemble, mais ça ne veut pas dire que papa ne t'aime pas. Papa, il t'aime très fort et il va tout faire pour être présent. Maman t'aime très fort et elle va tout faire pour être présente. Il ne s'agit pas seulement de le dire, mais il s'agit de le faire quand le moment sera venu. Quand on sera séparés, il faut qu'on laisse de côté nos problèmes, qu'on soit présent, qu'on ne se dise pas si mon mari, mon ancien mari, il vient dans ma maison là, le nouveau mari va manifester de la jalousie, etc. Il faut qu'on laisse tomber ces histoires. On s'assoit et on en parle. Si on trouve que la présence d'un ou de l'autre parent dans notre nouvelle vie est un problème, on s'assoit, on en parle, on trouve le juste milieu. Le fait important, c'est que les enfants ne manquent pas de l'affection de l'un ou de leurs 2 parents. Bien sûr. Voilà. Et ça c'est au niveau des enfants qui sont au niveau de la maternelle et qui sont à l'école primaire, ils comprennent plus ou moins. Quand ils avancent vers l'âge de l'adolescence, quand ils sont au collège ou au lycée, ils ont besoin de plus de compréhension. C'est à cet âge-là que très souvent ils rentrent en rébellion parce qu'ils ont souvent le sentiment que la séparation des parents leur incombe et c'est de leur faute. Ou alors que maman se sépare de papa parce que peut-être papa a eu une nouvelle relation. Et donc, ça fait que les différents parents qui vont essayer de reconstituer leur vie, ils vont avoir des problèmes avec leur nouveau partenaire. Parce que l'enfant, il va essayer d'être un frein à cela. Donc, il faut qu'on le fasse asseoir, qu'on se parle. Développer véritablement le dialogue, multiplier les séances où on se voit. Et il faut qu'on trouve le temps pour être présent auprès des enfants à ce niveau-là. Au niveau des adolescents particulièrement, surtout des grands adolescents. Et il faut savoir que tout ça, ça impacte le futur de l'enfant, qu'il soit déjà nourrisson, qu'il soit enfant, qu'il soit préadolescent, adolescent. Tout ça, ça impacte son futur. On a affaire ici à des futurs pères, mères, maris, femmes, potentiellement déséquilibrés si les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art. Et en conclusion, pour condenser tous ces aspects que nous avons évoqués, quel serait le message final? Déjà, divorcer n'est pas une bonne chose. On ne se marie pas pour se séparer. Le maximum de choses qu'on peut faire pour rester ensemble serait l'idéal. Mais si cela s'impose à nous, parce que peut-être il y a de la violence, parce que peut-être les conditions ne permettent pas qu'on maintienne l'unité ou la continuité, la survie du couple, si cela s'impose, il ne faut pas qu'on oublie qu'on se sépare peut-être d'une femme, on n'est pas en guerre. Il ne faudrait pas qu'on oublie qu'on se sépare peut-être d'une femme, mais on n'est pas en train de divorcer de nos enfants. On n'est pas en train de divorcer de nos enfants. Et donc, cela nécessite des comportements. Comportements qui demandent le dépassement de soi. Comportements qui demandent, si vous voulez, l'humilité. Comportements qui demandent la compréhension et la patience. Comportements qui demandent la présence permanente au chevet de ses enfants. Comportement, enfin, qui demande qu'on assume notre rôle de père et de mère qui consiste à faire 2 choses. Premièrement, être un bon éleveur, celui qui donne des soins de santé, de la protection et de la nourriture à ses enfants. Oui. Deuxièmement, celui qui donne des valeurs en tant qu'éducateur. Merci beaucoup à Dr Frédéric Zabidjo. Vous avez bien compris donc et on aimerait attirer l'attention de tous ces parents-là qui, dans ce genre de situation, eh bien, abandonnent leurs responsabilités. Il faudrait, c'est ça le mot surtout, la responsabilité qu'il faudrait jouer. Merci à tous et à toutes. Alix, on a terminé pour ce mercredi. Tout à fait, on a terminé. Il faut garder à l'esprit que la constance, le sacrifice, la responsabilité font partie intégrante de l'amour inconditionnel qu'on doit à nos enfants. À demain.